chers Zitata, on se retrouve pour C'est à fait nous, l'émission qui suit le parcours de vie d'une personnalité à travers des photos et des vidéos. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune Martiniquais plein de talent, vous allez le voir. Il s'appelle Luigi Germani. Bonsoir Luigi. Bonsoir, merci de me recevoir. Comment ça va? Ça va? Bien? Très bien, oui, très bien. Ouais. Alors on s'est un petit peu, on s'est beaucoup vu ces derniers temps puisque on s'est côtoyé à travers divers événements dont on va parler durant cette émission. Mais cette émission, c'est d'abord la découverte de Luigi Germani. J'ai envie de te demander d'abord, si tu devais en quelques mots te présenter, tu dirais quoi? En quelques mots, Luigi Germani, jeune Martiniquais, barista et torréfacteur de café de spécialité. Alors, barista? Alors, barista, on va dire que c'est un sommelier avec un savoir-faire d'extraction. Et torréfacteur, c'est l'artisan qui va torréfier, qui va cuire le café. Oui, parce qu'on parle de café, hein, on précise. Oui, parce que quand tu parlais de sommelier, peut-être que certains ont vu vin au champagne. Voilà, donc c'est... Voilà. Et ce sont des métiers complémentaires. Ce sont deux métiers à part entière. Mais dans ma structure, j'ai choisi en tout cas de faire les deux parce que j'ai commencé par le barista et je me suis intéressé à torréfacture, à la transformation. Mais ce sont deux artisanats totalement différents. Alors, on va revenir tout à l'heure sur ton parcours à travers différentes photos, mais on va d'abord préciser que tu as une boutique, comment on peut l'appeler c'est un salon de café. Un concept store entre Voilà. la boutique et le coffee shop où on peut déguster du café fin, aussi échanger, partager un moment avec moi ou bien les gens qui sont présents sur place. Donc, c'est notre approche de la consommation du café et même de la consommation en elle-même, quoi. Et d'ailleurs, tu as choisi un nom qui est très personnel. La réminiscence, enfin, personnel, je pense que c'est aussi un nom qui va avec la Martinique, les Martiniquais, qui fait résonance avec les Martiniquais. Derrière réminiscence, il y a quoi? Il y a notre histoire? Notre histoire, mon histoire, l'histoire de la société. Car selon Platon, l'âme reconnaît tout. On ne découvre rien du tout, c'est juste qu'on reconnaît tout. Donc peut-être que mon âme, à travers le café, a reconnu ce produit-là, qu'il a déjà travaillé. Peut-être dans une vie antérieure. Exactement. Je pense que c'est ça, parce que là maintenant ça s'est fait. Je n'aimais pas le café, et j'ai découvert le café de spécialité. J'ai découvert l'histoire du café avec la Martinique. Et après aussi, j'ai découvert que la Martinique vibrait autour du café. Donc, une sorte de grande réminiscence pour moi aussi, quoi. Alors, j'aurais du mal à te vous voyer parce que d'abord, tu as pratiquement l'âge de mes enfants. Et d'autre part, on s'est tellement côtoyé ces derniers temps que ce serait difficile pour moi de te vous voyer. On va revenir sur ton parcours de vie à travers la première séquence, Kimounouye. Alors Luigi, qui est Luigi Germani? Alors, qui est Luigi Germani? Très bonne question. Je pense un Martiniquais, un jeune Martiniquais, je me sens encore jeune. Oui, tu as quel âge? Une trentaine d'années? 32 ans. J'ai beaucoup de choses à découvrir encore, hein, le mot jeune. Qui est du gros monde, qui a grandi à Trinité, qui a fait ses études à Trinité aussi. En Germanie, on pense plutôt Sainte-Marie, mais bon, toi, Oui. tu fais Bonaparte. Oui, mais bon, Germanie, c'est tellement une grande famille voilà, tout à fait. qu'on ne veut pas autour en Martinique, hein. Et alors, études à Paris, un emploi alimentaire dans la restauration, puis une envie de retourner au pays avec l'entrepreneuriat. Et c'est cette envie de retourner en Martinique par la restauration et en faisant une formation dans le café que je découvre le café de spécialité. On va y revenir. On va commencer par une première photo, parce que ce sont les photos qui rythment cette émission et qui vont certainement te rappeler de bons souvenirs. On commence par celle-ci. Le petit Luigi. Ouais. Oui, mais c'est en cherchant les photos pour l'émission que je me suis replongé encore une fois dans le passé. Mais j'ai choisi cette photo-là parce que c'est une sorte de reconnaissance. Je vois ma petite fille là.
D'accord. Ouais, c'est à travers cette photo-là, je vois une petite fille. On va la voir tout à l'heure sur Et une vidéo, ouais, voilà. voilà. Il était sûr, il dit non, je vais prendre cette photo-là, je vais t'envoyer. Mhm, Et là, c'est chez ma mère, hein, dans les années 90. mhm. Et bon, ben, un petit garçon plein de vie, ne manque de rien, et qui réussit tout ce qu'il a à faire, quoi. Combien de frères et sœurs? Alors, j'ai une très grande sœur, une deuxième maman, quoi. Mhm. Et deux demi-sœurs et un demi-frère, quoi. D'accord. Donc une famille variée, Variée. garçon, fille, et puis Ouais. avec des âges très différents, quoi. Exactement. Mais dans le foyer, j'avais deux mamans. J'avais deux mamans, Il y a quel écart d'âge entre ta sœur et toi? 19 ans. 19 ans. Ouais. Ouais. Donc, elle m'a eu tardivement ma mère. Donc, oui, j'avais deux mamans comblées, petit-fils à sa maman. D'ailleurs, on va la voir, ta maman, d'ailleurs. On va la Ouais. voir sur l'autre photo. Alors, cette photo, elle date... Alors, tu n'avais pas la moustache, tu n'avais pas le petit collier. C'était par rapport au travail. Avec la restauration, on devait bien se raser assez près. Là, c'était un petit séjour, un petit passage de ma mère à Paris. On était devant la Tour Eiffel. J'adore cette photo-là, son sourire, elle rayonne, quoi. Cette dame-là, elle m'a tout donné. Donc, je suis content. Moi, j'espère que je fais sa fierté. Comment s'appelle-t-elle? Son prénom, c'est comment? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Ouais, D'accord, très bien. Marie-Madeleine. Un prénom royal. Oui, mais je suis son petit prince, hein. Oui, non, franchement, je trouve cette photo-là top. On rayonne de vie, on est content d'être ensemble là, devant ce monument. Et moi, je suis content d'être son fils, quoi. Je suis surtout reconnaissant de tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Quand il y a autant d'écart, ta maman t'a eu tard, tu as une grande sœur qui a donc 19 ans de plus que toi. Quelles sont les relations qu'on a? Est-ce qu'on est un peu le petit dernier, protégé de sa maman? Ben oui. Enfin, protégé de sa maman et de sa sœur. Donc, Un peu couvé, quoi. Un peu, voilà, c'est celui qu'on va surveiller pour qu'il fasse pas de bêtises, on va l'aider à grandir. oui, mais quand même avec certaines libertés, parce que j'étais vraiment ouvert quand même vers l'extérieur. Je jouais beaucoup avec des étrangers. D'ailleurs, elle raconte à tout le monde qu'une fois on était à Pointe-Marin, et je suis parti jouer avec des jeunes vacanciers métropolitains connaissais pas, que je quoi. ne connaissais pas. Et quand je suis retourné, elle m'a dit, mais tu les connais? Je fais non, non, non. Et je lui ai répondu, ce sont mes amis de demain. Très bien, Alors, très bien. elle raconte ça à tout le monde. On voit l'esprit d'ouverture, ouais. J'avais 4 ans à l'époque. Donc non, pas si couvé que ça. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je suis allé aux urgences à plusieurs reprises à cause de cascades, etc. Donc non, j'avais quand même une certaine liberté de vivre et de faire et d'expérimenter. Et cette enfance, tu la passes à Trinité, donc? Oui, Trinité, l'adolescence, dès que je pouvais le week-end, Fort-de-France. Et puis, ouais, c'est... La Martinique, je pense que c'est aujourd'hui que je commence à la redécouvrir, à la consommer en pleine conscience. Mais avant, c'était vraiment l'école, les sorties, les copains, etc. Sans vraiment prendre conscience de l'environnement et de la richesse de l'île sur laquelle je vivais, quoi. Il faut partir pour mieux revenir. on va Bien dire sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Et la scolarité, donc tu l'as fait aussi à Trinité? Ouais. Maternelle, primaire, collège, lycée à Trinité. Trinité. Études supérieures à Saint-Maur-des-Fossés. Donc tu es en région parisienne? Voilà, exactement. Et tu avais commencé par quoi? Alors, j'avais commencé par des études dans le bâtiment, génie civil. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je n'aimais pas le café non plus, donc je ne cherche même pas à savoir comment ça se fait. Oui. Tu vas trouver, au fur et à mesure qu'on va parler, Bon. tu vas trouver comment c'est venu. Après, un travail alimentaire dans la restauration. Là aussi, j'ai gravi plusieurs échelons, arrivé à directeur adjoint de restaurant. Et une quête de vouloir travailler un produit de qualité et aussi de retourner en Martinique. Donc, ça partait de cette démarche-là que tout a pris forme et que tout a suivi. Alors on voit aussi sur la photo suivante, avant de continuer à parler de ton parcours, alors là c'est la classe, quoi. Yes. La classe, c'est... alors c'était, je sais pas, c'était une L'héritage. cérémonie particulière, c'était quoi? Oui, c'était le mariage de sa sœur. Donc c'est ton père qui est avec toi. Voilà. Et lui, son prénom, Monsieur c'est Germani Serge. Serge. Serge.
Mais ça a toujours été un monsieur assez prélé, assez bien habillé de sa personne. Je pense que ça, il m'a un peu légué ça. Moi, j'aime Oui, bien. oui, oui, oui. Je confirme que Luigi Germani sait très très bien s'habiller. Il y a J'aime bien. beaucoup de classe et de prestance dans ses tenues. Ouais, ouais, je m'attarde un peu sur tout ce qui est vestimentaire. J'aime bien les vêtements, être sensible à tout ça. Et ton père, donc relation père-fils comment complice Alors, pas du tout, moins que maman. Moins que maman. C'est ici, dans la quête de connaître aussi mon histoire, que je commençais vraiment à lier des liens avec lui. Parce que tu n'as pas grandi avec lui. Non, 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 non. Avec aussi mon grand-père, et à vraiment à comprendre quel est l'héritage que moi aussi j'avais reçu, pour pouvoir construire aussi Tu as pour toujours eu cette l'avenir. curiosité de t'interroger sur d'où tu viens. Hum, Parce que si déjà tu allais voir des étrangers pour essayer de découvrir des Oui, choses, c'est que oui, mais forcément au fond tu de moi, t'intéressais. sans même le savoir, Ouais. je pense que même c'est Bien fondamental sûr, pour bien moi sûr. et que j'ai cette naïveté tellement si fondamentale que je ne m'en rends pas compte. Que c'est aujourd'hui, après coup, que je me dis, ah oui, mais en fait, c'est déjà configuré de telle sorte. Ouais, ouais. Alors, j'ai eu une petite maladie à l'adolescence qui m'a poussé à voir les choses légèrement autrement. Et ça a commencé par là aussi à qui je suis. Une maladie grave comment- ou... Oui, c'était une scoliose avec l'engagement vital quand même. D'accord, prononcé. Quoi. Voilà, prononcé. Je suis parti à Lyon, opérer 2 fois, pour pouvoir stopper la scoliose. Donc, j'avais un dispositif sur la colonne vertébrale pour barre de titane vissée, etc. Voilà. Ok. Et ça fait réfléchir, ça fait s'interroger sur soi. Ben oui, en fait, tout dépend de comment on vit la chose. Ouais, ouais. Donc, à la clinique, étant avec des enfants plus jeunes que moi, je me suis dit, ouh, ne te plains pas quand même, tu es encore là, tu vis. Le Et ça, décès. ça s'est bien passé. Non, parce que mon corps a rejeté les dispositifs, on a retiré sans même savoir pourquoi, mais aujourd'hui, bon, écoute, j'ai la santé, je continue à avancer. Tu as toujours mal au dos? Sous l'angoisse. D'accord. Pas sous la manufacture, etc., Ouais. sous l'angoisse. Ok. Mais ça va, ça va. Là aussi, c'est quelque chose qui m'a poussé à connaître mes origines ou qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est la souffrance, la mort. Tu as un Mon petit côté grand-père. un peu mystique, un peu... Hein? Ah, ouais, Introspection, spirituel. etc., Oui, quoi. comment ça? Je suis sensible à l'énergie, je pense même qu'on peut parler d'hypersensibilité. Et c'est intéressant parce que je n'avais jamais eu ce discours-là de hypersensible. Donc c'est une découverte aussi. Ouais. Il faut accepter ça aussi. C'est pas valorisé dans la société non plus. On en parle beaucoup plus maintenant. Mais c'est intéressant justement d'accepter ces sentiments-là, parce que peut-être que ces sentiments-là font que tu es exceptionnel. En fait, chacun a sa sensibilité, Ouais. et c'est comme pour moi un équaliseur, ça va définir aussi après chaque individu. Donc tu il sais faut aujourd'hui sur quel curseur jouer pour J'apprends gérer ton hypersensibilité, pour... j'apprends encore, j'apprends encore. Mais je pense que le plus dur, c'est d'accepter. Voilà. Alors, Parce il que y des fois, ça n'impacte la société. y a un événement que tu as forcément accepté, on va le voir, sans doute avec beaucoup de bonheur. Oui. Donc, maman et votre fils. Alors, votre fille, pardon, votre fille. Calypso. Calypso, Calypso. original. Oui, ben, ça encore, ça, c'est la famille, hein, beaucoup de photos de la famille. Pilier, soutien, et puis... Très jolie famille. Merci, merci. Et puis la petite qui me réapprend beaucoup de choses, quoi. Elle a quel âge maintenant? Là, elle a 4 ans. Maintenant 4 ans. Et ouais. sur la photo, elle en avait quoi? 1 an et demi à peu près? Voilà, 1 an et demi, 2 ouais, ans? 1 an et demi, exactement. Exactement, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'arrivée de ta fille? Ça a renforcé encore le côté où qu'est-ce que je vais laisser? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais léguer? Voilà. Ouais. Bon, sa maman, la venue a vraiment changé sa vie. Moi, sa venue, c'était superbe, mais vraiment là où j'ai pris la conscience, qu'est-ce que je vais lui laisser? Si demain je vais donner un conseil, si demain je vais lui dire de faire des choix, etc., il faut quand même que j'ai fait quelque chose. Je ne vais pas rester là, ne rien avoir fait, et lui dire fais comme ci, fais comme ça. Ouais. Donc je me dis non, à ce moment-là,
prends tes responsabilités aussi, fais quelque chose, quoi. Tu fais partie d'une génération, la génération des années fin 80, début 90, la génération trentenaire aujourd'hui, à qui on reproche parfois d'être un peu volage, de ne pas forcément avoir l'esprit de famille, de ne pas forcément vouloir fonder une famille. Toi, c'est tout le contraire. Tu as voulu cette trajectoire-là, ou alors ce sont les circonstances qui t'ont amené à faire ça? Les circonstances, et puis après, comme je dis, il faut accepter et puis prendre certaines responsabilités. Voilà. Alors, volage, etc. Bon, chacun fait ce qu'il a à faire, mais faire ce qu'on a à faire à son niveau. C'est important pour toi, tu ressens la famille, ta famille, donc ta famille, ta compagne et ta fille, je ne sais pas si tu es marié, ta compagne ou ta femme, comme ton ciment aujourd'hui, en partie. Oui, parce que après l'aventure aussi de créer la réminiscence, on était là-bas et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit bon coup, on y va. C'est quelqu'un quand même qui me fait confiance, qui croit en moi. Souvent dans tout ce qui est montage d'entreprises, etc., on vous parle d'investissement financier, etc., mais le premier investissement qu'il faut avoir, c'est des gens qui croient en vous. Bien sûr. Donc si vous n'avez pas ce milieu-là, déjà, vous partez avec un handicap. Et tu échanges beaucoup avec... Alors, ta compagne s'appelle comment? Franciani. Franciani, Calypso, Luigi, c'est très original tout ça. et tu discutes beaucoup avec elle des projets, des évolutions, des projets, de mes ressentis. Des fois, on vit ensemble, mais des fois, je l'appelle dans la journée. Bon, est-ce que le cabinet de psychologue est ouvert? Voilà ce que je ressens là, etc. J'échange avec elle. Si. Elle est à l'écoute, elle mène sa vision. Bien souvent, on n'est pas d'accord sur les choses, mais on échange et ça construit des points de vue, une idée globale, quoi. On fait des débats. Alors, la réminiscence, on y revient. Donc, c'est l'entreprise que tu as créée. Donc, tu nous parlais de ton parcours. Donc, un métier alimentaire à Paris dans la restauration, c'est bien ça. Ensuite, donc, tu as un petit peu... Comment tu as fait pour évoluer vers le café, justement? Alors, déjà, ce besoin de travailler un produit de qualité, les conditions de travail, je voulais changer aussi, et le retour en Martinique. Mais tu as redécouvert le café d'abord là-bas, oui. à Paris, en étant barista, donc voilà. en étant serveur de café, on va dire. Voilà, alors, avant ça, c'est que je voulais ouvrir un restaurant. Et pour ne pas avoir de problème d'entretien avec ma machine à café, j'ai fait une formation de barista. Et c'est le champion barista 2018 qui a décelé chez moi certaines facultés. Il m'a dit, écoute, tu devrais continuer chez un torréfacteur. Bon, dans le projet, je dis, j'ai rien à perdre, on y va. Je démissionne et je vais chez un torréfacteur qui me recrute. Et c'est l'une des plus grandes boîtes de café de spécialité. Très bien. Donc la même année, dans mes collègues, j'ai eu plusieurs champions de France de barista, café filtre ou cocktail à base de café. Donc j'ai appris beaucoup de choses très rapidement. Et pour ne pas être non plus le boulet de l'équipe, je me suis un peu renseigné sur le café. Donc je me suis instruit, j'ai acheté des livres. Et dans le premier livre que j'ouvre, après quelques pages, je lis c'est par la Martinique qu'a été introduit le café en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Je dis bon, ok. J'ai fermé le livre, j'ai déposé le livre. J'ai fait plusieurs tours dans la maison. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Si tu es là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et là, ça a boosté la passion, ça a décuplé le travail. Et puis, à travers justement ce métier-là, en tout cas à Paris, j'ai travaillé dans des endroits exceptionnels. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Et c'est cool, j'aurais jamais cru passer des moments incroyables et travailler dans des endroits aussi prestigieux avec le café. Le déclic, ça a vraiment été à la fois cette rencontre avec le café donc dans un restaurant ou un bar à Paris, et puis aussi la découverte que le café venait de la Martinique. C'est un petit peu ça qui a été l'élément vraiment déclencheur. C'est un tout. C'est un tout. C'est un chemin, c'est un parcours, un itinéraire, quoi, on va dire. Tu demandes, tu reçois. Voilà. Tu es très croyant en l'homme. Ah, tu commences à me connaître. Hein. L'homme, mesdames, avec un grand H. Hein, pas, oui, voilà. Tu commences à me connaître.
commence à me connaître, oui, je crois beaucoup en l'humain, avant même qu'il ait son conditionnement, son éducation, et en l'univers. Parce que le destin aussi. Pour moi, rien n'arrive par hasard. Ouais. Et il faut être éveillé pour savoir capter et recevoir ce que tu as à recevoir. Alors on va voir que tu as poussé la curiosité jusqu'à aller en exploration. Alors raconte-nous. Alors, soit disant pas avec un t-shirt Friends, tu devais bien aimer la série à l'époque. Je n'ai pas fait exprès. Je l'ai acheté sur place. C'est en Afrique. Ouais, d'accord. Mais comme là où j'étais, il faisait froid, Ouais. assez frais. Parce qu'on était quand même à 1800 mètres d'altitude. Donc là, on est au Kenya. On est au Kenya, dans la ferme de Magic, le monsieur qui est assis juste après, derrière. Et on a David, mon guide, qui était avec nous. Donc ça, c'est le café qui t'a amené au Kenya. Oui, enfin, en partie. Je dis, c'est un tout. Il y a aussi peut-être un retour aux origines quelque part aussi. Oui, et pour moi, en fait, ce voyage, premièrement, c'était pour m'instruire sur le café, aller à la source, pour voir vraiment comment ça se faisait, et puis pour avoir mon expérience avec le café. Et aussi, personnellement, découvrir l'Afrique et être dans une zone très inconfortable, parce que je suis parti seul, j'ai fait volontairement le choix de partir seul et de m'exposer à notre culture qui est l'Afrique. Donc c'était très enrichissant. Tu parlais déjà anglais? Oui, car moi, c'est bonne qu'on y paie. Déjà que mes expériences que j'ai pu faire dans professionnel à Paris, j'ai commencé déjà à parler anglais, et puis là, ça m'a poussé encore à pratiquer. Et il n'y a pas de meilleure manière de pratiquer l'anglais. Comment tu as été accueilli par ces Kenyans qui étaient des agriculteurs, en fait, des caféiers, enfin des producteurs de café? Mais ils étaient contents. Par exemple, caféier, c'est l'arbre, des producteurs de café, en fait. Exactement. Mais ils étaient contents. En plus, quand je leur dis d'où je venais, bon, ils connaissent Jamaïcain, Bob Marley, ils connaissent tout. Donc, pour leur repère, ils disaient, vous savez, next to Jamaica. Ah, d'accord. Okay. Mais s'ils disaient Martinique, rien à faire, mais bon, c'est normal. Ils aiment beaucoup le reggae là-bas, etc. Donc, ils étaient contents. Et puis, c'était cool, c'était bon enfant. Et ils ont même pris que je revienne pour qu'on passe des moments ensemble. C'était vraiment, en tout cas pour moi, le moyen de voir comment ce pays en voie de développement était comme bien développé, alors différemment, et comme nous en Martinique, on était développé aussi. Donc je faisais des parallèles comme ça pour me resituer en tant que Martiniquais dans le monde et non Martiniquais par rapport à la France dans le monde. Et tu as retrouvé beaucoup de points de ressemblance avec notre culture Alors, notre culture, ben oui, déjà même au niveau de la culture, de l'agriculture. Ils ont des bananiers, avocats, ignames, etc. Donc, quand on regarde bien, ils sont vraiment sur une zone comme nous, dans le monde. Avec peut-être des altitudes peu prononcées, puisque là, tu es allé jusqu'à 1800 mètres. Exactement. Bien propice pour le café. La manière de cuisiner aussi, ben, ça se rapproche à ce qu'on peut faire aussi ici. Et puis aussi, humainement, j'ai pu voir des similitudes entre le Martiniquais et le Kenya. Le Martiniquais qui est dans un environnement développé et le Kenyan qui est dans un environnement en voie de développement, mais au final, same. Exactement la même chose. On n'est pas si nous développés que les pays en voie de développement. On a juste les infrastructures. On a un environnement. Parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont des buildings. Nous, on a la tour Lumina, c'est un amuse-gueule, toutes les tours qu'ils ont là-bas. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, ces agriculteurs-là, eux, ils vivent en pleine nature, à la montagne. Alors, parce que le pays est beaucoup plus grand. Quand on va en ville, on va à Nairobi, on a une très grosse ville. Oui, absolument, mais c'est vrai que l'environnement est consommé différemment. Donc, c'est un retard, mais ce n'est pas sous-développé. Et tu en gardes tu as appris beaucoup de choses durant ce séjour au Kenya. Ah oui, énormément. Sur le café, en très peu de jours, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis sur moi, et avec mon île, mon rapport avec mon île, alors que je suis très loin, ça a changé beaucoup de choses aussi. Alors une autre photo qui montre que tu pousses tes limites
assez loin. Oui, Alors, oui. raconte-nous, ça c'est un mur d'escalade? Oui, alors c'est une collègue à moi qui m'a invité à faire une initiation. Et quand je suis tombé sur la photo, je dit non, il faut que je te l'envoie parce que c'est intéressant et il faut partager ce genre de pensée-là. Du coup, première chose, il y a eu deux choses. Selon le niveau de difficulté, il y a des couleurs et il y a plus ou moins de quoi t'agripper pour monter. Ouais. Et je me concentrais toujours sur aller chercher la couleur pour monter. Et à des niveaux de difficulté où tu dois t'aider du mur et pas que des couleurs. Et ça m'a permis de me dire, mais si on prend les règles, il faut prendre les règles, mais il faut savoir prendre du recul pour voir, même s'il y a les règles, sur quoi je peux me reposer pour pouvoir avancer quand même. Donc de toujours se concentrer sur le contexte, plan d'ensemble, et pas sur l'effet, sur la couleur ou bien sur le point. S'adapter aux règles et faire en sorte que les règles s'adaptent à nous tout en respectant les règles. Exactement, voilà, exactement ça. Et ça a été la première leçon de cette initiation-là. Et à un moment, j'y arrivais pas. J'arrivais plus et je lui disais, écoute, je peux plus. Elle m'a dit, tu te démerdes, tu finis. quitte à prendre d'autres couleurs, mais tu finis. Et c'était du mental. Et c'était super enrichissant et c'était dans le début de mon entrepreneuriat, enfin, de mon entreprise. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé ça en tête. Toujours essayer d'aller jusqu'à ses limites, quoi, quelque part. Ouais, même des fois un petit peu trop loin, des fois. Mais ses limites et s'écouter et utiliser les règles comme il le faut. Voilà. Donc il fallait, oui, forcément que je mette cette image-là parce que c'est intéressant parce que la vie aussi peut se calquer sur ça. Et en dehors de ça, bon, là c'était une expérience avec le mur d'escalade. Tu fais du sport, tu as une activité physique régulière ou... C'est ainsi là avec l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Mais je m'entraînais avec un coach sportif qui, avec l'alimentation, pour aller dans la performance. Ouais. Je sais ce que c'est, je suis dedans là pour essayer de envoyer messieurs dames de maigrir un peu. dans la performance pour pouvoir justement aussi avoir une hygiène de vie qui me permette de performer dans mon activité. Ouais. Oui, parce que quand on est aussi perfectionniste que toi, on fait aussi attention à ce qu'on mange, forcément. On mange différemment. Et le café m'a permis aussi de manger différemment, d'approcher la dégustation d'une autre manière. On va continuer à en parler, on passe à la seconde séquence matinique. Alors Luigi, cette séquence, c'est celle qui va nous permettre à la fois de continuer à suivre ton parcours de vie, ton expérience, et puis aussi parler un peu de la société martiniquaise. Bon, on l'a dit au début, hein, tu as 32 ans, tu es un jeune Martiniquais, tu as voulu revenir au pays pour exprimer ta passion, en fait, t'exprimer dans ta passion. Quel regard tu portes sur la société telle qu'on la vit aujourd'hui? Alors on peut le dire, on est encore en ce moment en pleine crise sociale, crise sanitaire. On vit des moments très très difficiles en Martinique avec malheureusement des émeutes aussi. Comment est-ce que toi tu prends le pouls, tu sens la Martinique d'aujourd'hui? Je t'avouerai que, en toute honnêteté, en tant qu'entrepreneur, j'arrive même pas à me projeter, c'est très inconfortable. Je suis partisan des zones inconfortables. Mais là, j'attends de voir l'après pour pouvoir analyser le contexte et pouvoir construire. Parce qu'il faut construire. Et avec le Covid qui vient tout modifier, on n'était pas prêt. Aujourd'hui, maintenant, les grèves qui viennent derrière, c'est très inconfortable et très déroutant. D'avoir une vision et de se projeter. Après, j'ai une cliente qui m'a dit un jour, Luigi, mais qu'est-ce que l'abondance? Parce qu'en plus, on te pose des questions comme on en pose à un philosophe ou à un psychologue. Non, mais elle avait déjà la réponse. Ouais. Et elle me poussait justement à
à m'élever, à réfléchir sur le coup. Et ça fait plus d'1 an. Hein. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais elle m'a dit ça il y a 1 an, mais en fait, elle avait vraiment raison. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? L'abondance? J'ai répondu tout bêtement, c'est quand j'ai assez de choses pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors que non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, plus ça va, plus j'avance et plus je me rends compte que je suis dans l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. Et tu te considères comme un privilégié? Bien sûr, quand on est retourné du Havre, que j'ai retrouvé mon soleil, ma chaleur et mon cadre de vie, je veux dire, nous bénit. Alors le Havre, je précise, c'était pour la Transat Jacques Vabre, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Et pour revenir à la société, par exemple, je crois qu'il y a une trentaine d'années, quand tu entends par exemple les jeunes cassent, les jeunes tirent sur les policiers, les jeunes, cet amalgame qu'on fait en fait en parlant des jeunes ou de la jeunesse, comment tu le ressens? Toi qui es jeune, et toi qui n'es pas du tout comme ça, qui est quelqu'un qui a au contraire essayé d'avoir un parcours de vie à peu près normal. C'est de la facilité. C'est de la facilité. Et puis de toute façon, l'enfer, c'est les autres. Donc il faut bien trouver un coupable. Et pour ceux qui justement sont effectivement parfois jeunes, parfois moins jeunes, et qui sont par exemple en train de brûler, de casser, parfois de ruiner des familles avec des véhicules qu'on a récupérés à droite à gauche pour des gens qui parfois n'ont même pas fini de les payer. Tu le ressens comment, toi? Alors, comment ressentir ça? Il faut pas, on revient sur ce que je disais, se concentrer sur les faits. Il faut toujours regarder en grand plan le contexte. Les raisons peut-être qui les poussent à... Exactement. Qu'est-ce qu'on leur a proposé? Alors, quelle vision qu'ils ont? Comment ils peuvent se projeter? Comme moi, je me dis, aujourd'hui, je ne peux pas me projeter, mais est-ce qu'eux se sont projetés? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme héritage? Et pas comme forcément... éducation, peut-être aussi? Oui, oui, éducation, héritage, et pas forcément de modèle, parce que modèle, on peut trouver le fanatisme, et ça, c'est pas top. Mais quelle inspiration ils peuvent avoir? Voilà. Ils sont confrontés à quoi? Donc c'est ça les questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Sans juger, mais essayer de comprendre et peut-être aussi, surtout, ouvrir le dialogue avec eux. Mais bien sûr, et vice-versa. On peut avoir des jeunes qui reprocher aux générations antérieures de ne pas avoir légué ou très peu légué, mais il ne faut pas entrer dans le jugement et chercher à comprendre l'histoire, le contexte de l'époque, et qui peut justement nous aider à comprendre pour construire et pas justifier, mais vraiment comprendre. Toi qui as probablement des amis qui sont de ton âge, un peu plus jeunes, un peu plus âgés, est-ce qu'il t'arrive d'échanger parfois sur leur bien-être ou leur mal-être, sur leur vie, sur ce qui leur manque aujourd'hui, sur ce à quoi ils aspirent? Oui, après, les contextes ne sont pas les mêmes. Les environnements ne sont pas. Les environnements ne sont pas les mêmes et on n'aspire pas tous à la même chose. Et c'est là aussi qu'il faut savoir, il faut preuve de sagesse et comprendre que pour certaines personnes, c'est ce qu'il faut et d'autres, c'est autre chose. C'est là où on apprécie peut-être aussi le fait d'avoir eu des parents, notamment pour toi, ta maman, qui t'a montré le chemin, en fait. Non, elle t'a pas montré le chemin. Non, c'est pas qu'elle m'a montré le chemin. Elle a tout fait pour subvenir à mes besoins. Ma mère ne m'a pas légué cette envie d'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait avec ce qu'elle avait. Par contre, ce côté d'analyse, d'observation et ouvert à autre chose, pour capter autre chose, ça, je pense que c'est déjà fondamental. Après, peut-être que ça se travaille. D'autres personnes, ça peut être inné ou pas. Mais être ouvert sur l'extérieur, ça peut aider. Parce que des fois, on peut avoir des héritages dans l'éducation, et puis qui va avec l'histoire, qui fait qu'on sera plus ou moins ouvert ou cadré. Et peut-être qu'il y a des choses, on va dire,
aujourd'hui déconstruire, mais ce n'est pas déconstruire. Parce qu'il faut savoir regarder la maison que tu as construite, aller chercher le bon sol et reconstruire sur le bon sol en regardant la maison qui est bancale sur le sol qui n'est pas bon. Bougla réfléchit. Hein. Regardez ça, Bougla réfléchit. Très intéressant. Alors, on aurait pu continuer la discussion. C'est passionnant, mais on continue à avancer sur ton parcours. Et je te propose qu'on regarde cette vidéo, que tu connais bien, puisque c'est une vidéo qui est sur ton compte Instagram. On la regarde et puis on revient en plateau tout de suite. Elle est très courte, elle est très suggestive aussi. On a l'impression d'une recherche de précision dans ce geste-là. Oui, à la recherche de performance. J'aime pas trop Tu utiliser... nous rappelles qui l'a fait, cette vidéo? C'est Jordan Bill. Dan Bill, encore une fois, c'est un vidéaste qui performe. Un Martiniquais? Un jeune Martiniquais. Un jeune Martiniquais qui performe, que je respecte beaucoup parce qu'il est très talentueux. Et tu as voulu faire passer quel message à travers cette vidéo, cette courte vidéo qui promeut ton concept store, on va dire? Si je peux me permettre, je vais te retourner la question. Qu'est-ce que toi tu vois à travers ça? C'est ça? Moi, ce que je vois, c'est encore une fois, c'est la recherche de précision, ce petit geste qui permet d'enclencher quelque part et puis voilà, et puis le jeu des couleurs, la recherche aussi d'une ambiance, d'une atmosphère. Mais moi, une certaine valorisation, une certaine précision, une certaine énergie de la vidéo, de ce qu'on est, parce que moi, comme tu t'as dit, je suis très spirituel. Ouais. Et quand on parle de la réminiscence, quand on parle de notre héritage du café, moi, je joue pas avec ça. Je rigole. Je rigole pas avec ça. Quand je porte le nom de famille Germany, c'est avec le grand respect que je porte ce nom de famille-là. Et quand je suis debout quelque part, qui est à l'étranger, que je suis martiniquais, ben, moi, je suis content aussi de représenter mon île. Donc c'est avec beaucoup de puissance, de fierté que je transpire à travers on sent que tu as une très haute idée, je te dirais même estime, un très fort respect pour la Martinique, pour ton territoire. Mais si je ne l'ai pas, qui est-ce qui l'aura? Ouais. Voilà. Ça. J'espère que les gens vont bien comprendre ça. Si je ne l'ai pas, qui l'aura? Voilà. Et à travers cette courte vidéo, ce mini-clip, en fait, on retrouve aussi un peu l'ambiance que tu as voulu mettre dans ton concept store, dans ton magasin, dans ta boutique qui est à Fort-de-France, à Cluny. Oui, alors c'est un petit cocon, je l'appelle le bunker, où Mais un bunker soft quand même. Hein. Agréable, agréable, comme je dis, chaleureux, où il y a avant, il y a après. Voilà. Il faut le trouver. Ouais. Et quand on l'a trouvé, je me dois de vous faire passer un moment exceptionnel, un moment de qualité, de haute qualité, et de partage et de puissance dans l'échange. Parce que nous allons là. Si on est déjà là, comment on vit? Est-ce qu'on vit à peu près ou est-ce qu'on vit pleinement? Et tu pousses la perfection. Alors déjà, tu convertis tes partenaires à la perfection, puisque on va voir... Alors c'est Marc Elie. On va en parler juste après. On regarde une séquence de l'interview que j'ai faite à ton concept store récemment, et puis on revient en plateau. On s'est rendu compte que quand on travaillait sur les filtres de Veggie, qu'on n'avait pas l'extraction qu'on voulait. Donc il y avait un manque de parfum, un manque d'arôme. Et complètement par hasard, on s'est rendu compte avec plusieurs essais que potentiellement le problème viendrait de l'eau. Du coup, on s'est mis en tête de trouver une solution à ce problème-là. Donc du coup, on a fait des recherches. J'ai passé des nuits blanches à essayer de trouver comment on pouvait agir sur la qualité de l'eau, sur ses spécificités, pour qu'elle puisse donner le résultat qu'on recherchait.
Donc du coup, on s'est mis là un jour, on avait une table et on a travaillé dessus. On a travaillé, on est parti de zéro. Et puis on a commencé à faire des compositions avec des sels minéraux, avec une eau basique, etc. pour obtenir une eau qui corresponde à nos critères. Alors Luigi, donc là, Marc Elinédan, donc c'est pour se dire que c'est un chimiste, hein, Oui, oui, voilà. oui. Entre autres préparateur en pharmacie, mais quelqu'un de très très curieux qui lui aussi a son entreprise et qui a donc fait avec toi des recherches sur l'eau, comme il expliquait, Ouais. pour avoir l'eau la plus perméable au café quelque part. Alors, on va augmenter la dureté calcique pour extraire le plus de particules solides et pour extraire le maximum d'arômes du café. Enfin, en résumé, pour donner le meilleur goût au café. Parce que là, on partit à voilà, Oui, le meilleur goût voilà, au café. Voilà, exactement, c'est ça. ouais, c'est ça. Et ça, ça fait partie de toute la démarche en fait, de la réminiscence, c'est rechercher tous les ingrédients, tous les éléments qui vont te permettre de donner, comme tu dis, le meilleur café possible. Ben, la performance, ou la limite. Donc, on va encore un peu plus loin. Ouais. À la base, j'étais barista, finalement, torréfacteur, on va chercher l'eau, on suit, quoi, on y va. Pourquoi pas? Et toi, tu arrives à transmettre, à faire comprendre à tes clients, j'allais presque dire à tes patients, parce que c'est presque c'est presque chirurgical. Ce goût, tu parlais tout à l'heure de sommelier de café, comme il y a des sommeliers pour le vin ou pour le champagne. Donc c'est véritablement un art, une expertise en fait. Mais l'artisanat, dans l'artisanat, il y a art. Donc après, plus on va pousser l'expérience, et plus on va avoir justement ce côté art qui va ressortir en façade. Et je ne transmets rien du tout quand l'âme reconnaît. Donc je pense que les clients aussi, ils ont des âmes et ils reconnaissent. Comme je dis à chaque fois, tout le monde a un palais. On me dit, oui, mais j'ai pas un palais. Non, vous venez, asseyez-vous. Vous avez un palais. Après, la mémoire olfactive, c'est autre chose. Ouais. Faites-vous confiance. Haute estime. Voilà. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Ouais. C'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là aussi de ces émotions, parce que la dégustation, il y a la rétro-olfaction, l'olfaction, et le bulbe olfactif est directement connecté au cerveau. Oui. Donc on passe tout de suite dans l'émotion. C'est-à-dire qu'à la vue, on va avoir justement une analyse pour que le cerveau puisse comprendre. C'est-à-dire que la réminiscence, le côté émotionnel, prend le dessus. Comment tu le travailles, ce café? Bon, on ne va pas pouvoir tout dire là maintenant, parce qu'on va inviter d'ailleurs les personnes qui sont intéressées à venir te voir à ton concept store. J'ai du mal à dire concept store, je veux chaque fois dire boutique, voilà, mais boutique avec un grand B. Quand tu reçois par exemple quelqu'un pour la première fois, on va voir tout à l'heure une masterclass que tu as faite justement au Havre. Comment tu t'y prends? Tu leur racontes d'abord l'histoire du café? Comment tu Bien fais? sûr. Alors, déjà, on le fait par emporter, sous réservation, et on leur explique la traçabilité. On leur explique les choix qui ont été faits, et c'est en expliquant justement dans cette limpidité-là que toute la valeur technique du produit prend place, tout comme la canne, le maïs, le raisin. Ouais. C'est pouvoir expliquer les choix techniques du produit et les laisser après découvrir en finalité la tasse qu'ils vont déguster. Et puis l'ambiance qu'on va mettre aussi dans la boutique. C'est vraiment une expérience du début jusqu'à la fin. Déjà, le fait de vouloir revenir, c'est une expérience. Ouais. Mais comment ça se passe? Alors, je ne vais pas te demander quel prix tu pratiques, parce que ça se fait, je pense, il y a des tarifs qui sont certainement exposés au concept store. Mais tu leur fais comprendre, en fait, que voilà, on n'est pas là juste pour acheter un produit. En fait. On est là d'abord pour échanger, on est dans une... On achète de l'émotion. Oui. On n'achète pas du physique qu'on achète. Donc, moi, je vais te faire acheter de la belle émotion. Et ce que tu vends, c'est parfois le café seul à déguster, Alors, y a et aussi le paquet de café que tu Oui, voilà, proposes. on peut déguster sur place. On peut aussi acheter du grain ou bien du moulu. Et puis, on travaille aussi avec les entreprises. On met à disposition du matériel. Et ils peuvent se fournir chez nous en café. Alors, on voit une dernière photo pour cette séquence matinique, alors qu'il n'a rien à voir avec la Martinique, mais c'est intéressant de voir justement comment tu...
Alors, on n'a plus de photos. Oui, bon, on va passer à la séquence suivante. Tu vois, il arrive qu'on se trompe. On lance la dernière séquence politique. Tout à fait, on avait déplacé notre photo. Voilà, donc effectivement, on va commencer, on revient un petit peu à cette fameuse histoire où tu disais que tu allais voir des jeunes touristes métropolitains, des enfants métropolitains sur la plage. Et là, tu as été voir des Asiatiques à Paris. Oui, alors c'est plutôt eux qui... Alors, ça c'était au Galeries Lafayette Gourmet. J'ai travaillé 6 mois là-bas. Et c'était une expérience très enrichissante parce que le monde venait à moi tous les jours. Il y avait différents horizons qui venaient à moi et l'excuse était le café. Et aujourd'hui, il y a différents Martiniquais qui viennent à moi parce que le café est l'excuse. Et cette excuse-là me permet de lier des liens ou de prendre des informations, qui est une certaine transmission. Parce que dans la boutique, je fais exprès de parler avec les clients ou même d'interagir avec eux pour qu'ils puissent se parler ensemble, pour qu'il y ait un lien, pour qu'il y ait un échange, pour qu'il y ait de la transmission. Et j'ai eu des clients de Taïwan, du Brésil, du Uruguay, de Nouvelle-Calédonie. Et ils repartaient, parfois, on avait l'impression de se connaître depuis plusieurs années. Et dans leur trip à Paris, des fois, ils revenaient me voir. Donc, c'était super. Alors, leur trip pour voyage, hein, voilà, pas leur oui, trip. oui, leur trip pour voyage. Voilà, road trip, quoi. Voilà. Ils revenaient, ils étaient contents de me voir. Et c'était énorme d'avoir justement ces liens-là, ce parentage. Et c'est le café qui permettait de faire ça. Et c'est dans l'histoire du café aussi. Donc aujourd'hui, pouvoir créer une place comme ça aussi en Martinique, où les gens puissent se regrouper, se retrouver, échanger, et vivre des moments intenses comme moi j'ai pu le vivre à travers mon expérience là-bas, c'est juste exceptionnel. Et toi, on sent qu'effectivement, pour toi, l'échange, la coopération, c'est quelque chose de très important. On l'a vu avec le Kenya, on le voit là avec des Asiatiques au Galeries Lafayette. On le voit aussi, on va voir d'ailleurs une autre photo qui est en fait extraite d'une brochure qui a été éditée par les organisateurs de la Transat Jacques Vabre, tu la vois derrière moi, justement qui parle de l'histoire du café, cette fameuse route du café vers la Martinique, puisque c'est la première fois que la Transat Jacques Vabre arrive en Martinique, et revient en fait sur les terres, comme c'est écrit là, sur les terres du café, et tu en parlais, donc c'est le fameux capitaine Desclieux, il y a 300 ans. Oui, alors raconte-nous un petit peu rapidement cette histoire. Non, mais ce monsieur Desclieux a réussi à convaincre Louis XIV de lui donner, de confier 2 plants de caféier Typica arabica. Le Typica, c'est une variété d'arabica. Sur le trajet, après avoir subi des tempêtes, des attaques de pirates, le voyage s'est rallongé. Du coup, les rations ont diminué. Il a dû partager ses rations avec les arbustes pour pouvoir arriver en on ne pouvait plus arroser trop les plants de café. Ouais, alors, dans l'histoire, il y en a un qui est mort sur le chemin. Donc, à partir de ce seul pied qu'ils ont réussi à planter sous le flanc de la montagne de Pelée, ils ont réussi à multiplier et à expérimenter et montrer à Louis XIV que la culture du café pouvait se faire en Martinique, donc dans la Caraïbe et en Amérique centrale. Et ça, c'est le point de départ, en fait, de toute une série de cafés qui ont essaimé la Caraïbe, le fameux Blue Mountain à la Jamaïque, par exemple. Exactement, ouais. C'est le gouvernement martiniquais qui a offert un plan de Typica au gouverneur jamaïcain. Ils l'ont planté sur la Montagne Bleue et qui a donné ce café prestigieux, le Blue Mountain. Et donc le parc naturel de Martinique, sur ces dernières années, a lancé une filière café en Martinique. En plus de 10 ans de ça, ils ont commencé à rechercher la souche de 1721. Et je crois que si je ne me trompe pas, ils ont pris quand même 5 ans pour retrouver cette souche. Après, ils l'ont multipliée, insérée chez des agriculteurs. Et aujourd'hui, en 2021, première commercialisation de ce café. C'est quand même historique. Et vous allez voir, messieurs, dames, qu'il a le sens du commerce, puisque regardez l'autre photo.
La réminiscence, 300 ans, 1721-2021, Monsieur Oui. Luigi Germani. Donc c'est une boîte de café en fait. que Oui, tu ça as- c'est, il y a 100 grammes de ce café. Alors, il y a 100 grammes d'un agriculteur, on ne mélange pas les cépages, qui se trouve à Bellefontaine, À Verrier. Verrier, Monsieur Amable, Christophe Amable. Donc, encore une fois, il a, il a pris le pari de le faire. La moindre des choses, c'est de valoriser son travail. Bien sûr. Donc, ça commence par parler de son histoire, parler du café Typica qu'il a sorti, et moi aussi de le travailler de certaine manière pour je sois au service de ce travail-là. Et à travers le packaging aussi, pour la clientèle, pour moi, c'est un café de collection. Bien sûr. Avoir Un collector. un comme on dit collector, souvent, voilà. un café prestigieux, à déguster ou pas. Moi, il y en a un que je ne vais pas déguster, il y en a un que je vais déguster. Et valoriser par nous-mêmes. Et toi, tu crois vraiment à l'évolution de cette filière café? On sait qu'il y a eu des difficultés, il y a des agriculteurs qui ont arrêté de produire, il y en a d'autres comme M. Hamab qui continuent. Tu penses que véritablement les conditions sont réunies? Quand tu disais tout à l'heure qu'au Kenya, c'est à 1800 mètres d'altitude qu'ils cultivent le café. Ici, on sait qu'on n'aura jamais cette altitude-là, puisque même la montagne Pelée n'est qu'à 1390 mètres, puisque je me paraît qu'elle a rétréci un peu. Donc, malgré tout, tu penses qu'on peut effectivement développer une vraie filière café, et c'est un peu l'objectif des organisateurs de la Jacques Vabre aussi, de soutenir cette filière. Ben, la balle est dans notre camp. C'est du travail. En prenant en compte le travail de M. Claude, c'est un monsieur qui a fait une thèse sur le café aujourd'hui sous les 50 ans. C'est un super travail, il faut parler de ça. Il faut prendre en compte son travail et aussi prendre en compte qu'on a des microclimats. Donc, la moindre des choses, c'est d'essayer. Mais si on essaie bien. Donc, de structurer la filière, d'avoir un suivi sous la filière pour avoir un résultat, un bon résultat. Après, aujourd'hui, le Typica n'est pas la seule variété d'Arabica pour faire du café en Martinique. Il y a aussi une espèce d'Arabica. J'ai bu du très bon Robusta. J'ai bu du très bon Robusta au Kenya. On peut peut-être essayer du Robusta au Kenya. C'est une espèce qui est beaucoup plus robuste que l'Arabica. Et qu'on peut, selon toi, cultiver aussi ici. Il y en a déjà en Martinique du Robusta. Et on sait aussi qu'il y a pas mal de particuliers qui ont des plants de café chez eux. Oui. Alors aujourd'hui, avec les particuliers, ce qu'il faut faire, c'est voir quelle variété qu'ils ont. Et si ce n'est pas répertorié, quel hybride que nous avons. Et plus on aura une stabilité, il y aura des connaissances sur les différentes variétés et espèces, et plus le produit sera valorisé aussi. Donc il y a une démarche à faire au niveau du répertoire et de l'inventaire de ce qu'on fait. Et toi, tu fais partie de cette filière, tu es plutôt, on va dire, en bout de chaîne, puisque tu es celui qui fait consommer, déguster le café. Et on va voir que tu le fais avec passion, puisque on a cette petite vidéo tournée au Havre il y a environ un mois. On vous laisse la regarder et on revient tout de suite. Moi, j'aime beaucoup justement ce rituel de prendre mon café, de le moudre, de le faire couler, de regarder sa couleur, de voir comment il réagit. Et j'attache beaucoup plus d'importance au rituel, au moment présent de la manière de déguster le café, que juste boire le café. Alors, c'est bon? Super. C'est un vrai exercice de muscu que tu fais là. Ah ben, ça me tient la forme, hein. Moi, j'aime beaucoup justement ce rituel. Alors, on n'a pas tout pris, on a pris juste une séquence, mais tu as animé donc, lors du village départ de la Transat Jacques Vabre, avec le partenariat du Comité martiniquais du tourisme, tu as animé en fait des masterclass, ça s'appelle des masterclass, qui consistent en fait à présenter à la fois ton métier, le café de Martinique, et puis à faire goûter également. Exactement. Voilà. Et puis je parlais aussi des enjeux que nous avons en Martinique avec le café, de spécialité et aussi le typique arabica. Donc tous les jours, pendant 1 heure, il y avait des passants qui s'arrêtaient, qui avaient déjà la chance aussi de goûter le café de Martinique torréfié par mes soins.
au départ de la Transat. Alors, il y a eu 700 000 personnes sur le village départ pendant 10 jours au Havre. Bon, un peu moins en Martinique, au village d'arrivée, puisque on a eu effectivement des contraintes sociales. Qu'est-ce que tu retiens de ce partenariat avec le CMT et surtout de l'échange que tu as pu avoir sur le Café de Martinique, sur ton métier, avec des Havrais qui n'avaient jamais entendu parler du Café de Martinique? C'est une opportunité de pouvoir, justement, c'est une scène. Même avec la Transat, le fait de pouvoir avoir les projecteurs sur nous et parler de la Martinique, ça nous donne notre responsabilité de bien faire les choses. Donc je me devais, comme je disais tout à l'heure là, de faire les choses pleinement. Pleinement. Je ne vais pas dire être le meilleur, etc., mais le faire pleinement et de partager entièrement mon savoir-faire, mon moment, mon énergie et ma foi en ce produit avec les Havrais. Et c'est une super idée du CMT de mettre ça en place. Et je pense que ce sont des choses à mettre en place, à continuer à perpétuer sous différents salons, même à Paris, avec le Café de Martinique. Alors ici, au village d'arrivée, on le redit, hein, les conditions étaient particulières. Tu as fait partie de ce village au début, en tout cas, avec les artisans. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu trop de public pour les raisons qu'on sait, les difficultés à circuler, à se déplacer, etc. Globalement, ce partenariat autour de la Transat Jacques Vabre, on a vu qu'il y avait beaucoup d'artisans. Il y avait aussi un village des artisans martiniquais, un pavillon des artisans martiniquais là-bas. Il y a eu bien sûr un certain nombre de choses qui ont été proposées également par le Comité martiniquais du tourisme, par l'Office de tourisme Centre Martinique, par le Parc naturel et puis par le Codérom. Qu'est-ce que tu retiens de ce partenariat autour d'un grand événement comme celui-là? Alors, c'était la première édition. C'était quand même assez grand là-bas au Havre. J'aurais quand même souhaité que la Martinique ait un impact un peu plus présent, comme c'est une terre qui accueille justement la Martinique. Tu veux dire ici ou parce que là-bas il y a eu beaucoup de choses de fait. Il y a beaucoup de choses, mais nous on peut quand même avoir un impact un peu plus grand pour plus dire fort. Bienvenue en Martinique, et c'est en Martinique là que ça arrive quand même. Tout à fait. Nous sommes là, il faut que nous là, il faut comprendre que c'est qu'il y a une autre qui arrive. Donc ça devait, pour moi, c'est un point d'amélioration. Ceci a très bien ce qui s'est fait, mais il faut améliorer ça. Et en Martinique, il y aura la deuxième édition. Maintenant, ça nous de voir ce qu'on fait avec la deuxième édition. C'est une opportunité pour les entreprises locales de travailler. Monteur de chapiteaux, les écrans sont des entreprises locales, il y a des traiteurs sur des entreprises locales. Moi-même, avoir encore une fois des touristes ou même des locaux qui peuvent venir voir des bateaux, superbes bateaux, magnifiques bateaux sur une place, pour parler du café. C'est une manne économique qu'on ne peut pas négliger. Donc tu seras de nouveau de la partie en 2023, 2025 Et je le choix. avec le Café de Martinique et la réminiscence. Mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, on travaille pour ça. D'autres projets, Luigi, tu travailles sur... Alors je sais que tu pars très bientôt à Paris, tu as été invité. Oui. Rappelle-nous pourquoi. À l'ambassade de l'Éthiopie pour une dégustation de leur café de la saison 2021. Donc même l'ambassade d'Éthiopie t'invite à déguster le café d'Éthiopie. Oui. Et qui m'en aura fait? Eh bien, je me dois d'y aller. Non, mais comment tu fais pour avoir ces contacts-là? Je ne sais pas. J'ai reçu le faire. C'est ta réputation qui te précède. Peut-être que je suis naïf. À travers les réseaux sociaux, Insta notamment. Sûrement, j'accepte. J'accepte. Donc tu fais un aller-retour pour aller déguster le café. Tu vas ramener un petit peu de café d'Éthiopie? Les absents autour. Non, il y en a quand même. Il y en a déjà un peu là aussi. Et les projets alors de la réminiscence de Luigi Germani, ceux dont on peut parler, il y a peut-être des projets secrets, mais... Déjà, tenir bon avec tout ce contexte, avec le Covid. Continuer à avoir notre vision et rester focus sur les objectifs de la réminiscence, passer tous les paliers d'une jeune entreprise, de jeune entrepreneur. Tu as déjà ton enseigne, ta marque, donc tu envisages peut-être progressivement de la développer ailleurs. Elle est déjà vendue d'ailleurs dans certaines épiceries fines, non? Alors oui, elle est revendue au château. Au château, on précise, château au Larentie. Hein. Oui, voilà. Pas château de Chambord. Non. Pas encore. Non. Voilà, pas encore. Je suis ouvert aux
aux épiceries fines, même en région parisienne ou en hexagone, qui souhaiteraient découvrir nos produits. Tu as aujourd'hui la capacité de produire selon la demande. Bien sûr, Oui. bien sûr. Mhm. Quelle est la limite? Bien sûr. No limit. Bien sûr. On est ouvert et on a plusieurs restaurateurs locaux qui travaillent avec nous. On va revendre bientôt, on a des projets peut-être revendre dans d'autres distributeurs en Martinique. Donc on prend le temps de faire les choses. On est résilient avec la conjoncture sanitaire et sociale aussi. Et ouais, peut-être une torréfaction qui s'agrandit, peut-être aussi d'autres points où on peut retrouver du café. On a maintenant la coupe digitale où on a un matériel qui est installé de chez nous, où on peut boire aussi du très bon café. C'est un hub le plus grand hub de Martinique d'entreprise tech. Qui se trouve où? Qui se trouve à Fort-de-France, au port, au-dessus de l'Express des Îles. Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de projets qui se font, il y a beaucoup de projets aussi dans la tête et on continue à travailler. Très bien. Merci, Monsieur Luigi Germani. Bravo pour toutes ces initiatives. Continue à travailler la réminiscence. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau César Fait Nous.